Je suis donc consultant en management, secrétaire de la Ligue des optimistes de France. Et le thème de notre webinaire aujourd'hui, c'est des sources de l'optimisme. On va voir d'où ça vient, aux outils du management positif de soi-même, comment nourrir, entretenir, développer cette posture. Donc, comme l'a dit Fred, je reviendrai à l'écran à l'issue de mon intervention et nous pourrons échanger. Si vous avez des commentaires et des questions, j'y répondrai à la fin. Alors, on pourrait dire que le préalable et le carburant nécessaire à la réussite de tout projet, de tout changement, de tout apprentissage, c'est évidemment l'attitude positive, l'état d'esprit optimiste. On ne se lance pas dans un projet si on n'y croit pas. Bien évidemment, en chacun de nous coexistent l'optimisme et le pessimisme, qui sont deux facettes de notre personnalité qui influent sur notre façon de voir la vie. Et la définition que je vous propose, c'est celle de notre ami Christophe André qui disait « L'optimisme, c'est une confiance a priori envers l'existence, vous voyez, une confiance a priori envers soi-même, envers les autres, envers la vie, associée à la conviction qu'en cas de menace ou de difficulté, on saura réagir. » Vous voyez, on a l'expérience, le vécu, les compétences, les outils pour y faire face. Et donc, c'est à la fois une définition très, très optimiste, mais qui aussi laisse la part à le libre arbitre et nos compétences individuelles. Donc finalement, on pourrait dire qu'en simplifiant en tout cas un petit peu, l'optimisme, c'est avant tout une attitude mentale positive, une disposition heureuse envers la vie, envers soi-même et envers les autres. Et le pessimisme serait l'inverse. Alors pourquoi est-ce que c'est essentiel de cultiver son optimisme, peut-être encore plus aujourd'hui dans la période que nous vivons actuellement? Pour une raison très simple, parce que finalement, dans la vie, il y a deux façons de voir le monde. Soit en se focalisant sur le négatif, tout ce qui ne va pas, les erreurs, les manquements, les problèmes, les difficultés, les défauts, les risques, les dangers. Et au fond, c'est un point de vue qui nous est massivement perfusé dans le cerveau chaque jour par les médias, les radios, les chaînes de télé d'information en continu, les nombreux messages accusateurs, anxiogènes ou complotistes qui circulent sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, cette façon de voir le monde est toxique parce qu'elle est au fond désespérante, inhibitrice de l'action et elle nous conduit à penser « tout va mal, on va dans le mur, tout est foutu, il n'y a rien à faire, j'abandonne, je laisse tomber ». L'autre façon de voir le monde, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de se focaliser sur ce qui va bien, les points positifs, les raisons de se réjouir, les messages d'espoir, les points forts, les progrès, les réussites, les succès. C'est une façon de voir le monde qui est bien plus positive, bien plus mobilisatrice, bien plus active et constructive, parce que finalement, elle nous conduit à penser « on va y arriver ». Chacun de nous a un rôle à jouer. J'ai des talents et des compétences particuliers, je peux apporter ma pierre à l'édifice, ma participation est décisive. Vous voyez, c'est très, très différent. Et au fond, dans votre vie, si vous cherchez du négatif, des choses tristes, des événements difficiles, des raisons de vous plaindre et de récriminer, bien sûr que vous en trouverez, il y en a plein. Mais si dans votre vie, vous cherchez du positif, des choses joyeuses, des événements heureux, des raisons de vous réjouir, des raisons de célébrer, vous en trouverez aussi, parce que ça va ensemble. Finalement, c'est indissociable. Vous connaissez, dans toutes les circonstances de la vie, cette idée qu'on a toujours le choix de regarder ce qui va bien ou ce qui va mal, les points forts ou les points faibles, le yin ou le yang, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, la médaille ou son revers, la réussite ou l'échec, le beau temps ou le mauvais temps, les roses ou les épines. Et au fond, le même événement peut être perçu et vécu de deux façons totalement différentes par deux personnes. Et ça génère bien évidemment une énergie qui est totalement différente, qui nous met en situation ou non. Vous voyez, d'y faire face, de trouver des solutions, de garder l'espoir, de mobiliser son énergie, etc. Regardez par exemple ces deux personnages. Vous voyez, ils sont exactement au même endroit, ils vivent exactement la même situation, mais l'un des deux se focalise sur le premier plan, les barreaux, le court terme, l'enfermement, alors que le second s'intéresse plutôt au second plan, le paysage, le long terme, les couleurs et la liberté.
ils sont au même endroit, mais ils ne vivent pas leur captivité du tout de la même façon. Et voilà, comme dit cette image, life is all about how we see things. La vie dépend de comment nous regardons les choses. Vous voyez, c'est une photo, mais au fond, est-ce que c'est une photo qui a été prise de face ou de profil? Alors, les deux, vous allez me dire, mais bon, avec votre smartphone, vous n'arrivez pas à faire des photos comme ça. C'est une photo qui a été retouchée, retravaillée, parce qu'au fond, si vous regardez l'œil et l'oreille, vous vous dites, ah non, ça c'est une photo qui a été prise de face et puis qui a été redécoupée. Mais si vous regardez le nez et la bouche, vous dites non, 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 ça c'est une photo qui a été prise de profil et qui a été retravaillée. Vous voyez, c'est difficile de voir les deux en même temps. On voit bien que ce personnage est là à la fois de face et de profil, mais notre œil va de l'un à l'autre, hein, du haut en bas, et reconstitue la partie manquante. Et au fond, c'est ça. Life is all about how we see things. Tout dépend de comment nous regardons les choses. Vous avez certainement déjà expérimenté ça. Quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. Vous avez remarqué que quand on est pressé, tous les feux sont rouges. Quand on est en retard, on ne trouve jamais de place de parking. Pourquoi? Parce que parmi les milliers d'informations que nous captons chaque seconde, nous privilégions les signaux qui confortent nos croyances et notre état mental du moment. Et en même temps, nous avons tendance à ignorer les signaux qui contredisent nos croyances et notre état mental du moment. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Notre jugement est biaisé et on ne voit que le côté négatif des choses, que les feux rouges quand on est pressé, que les messages négatifs d'une personne avec qui on est en conflit, que les échecs d'une personne qu'on est chargé de manager ou de motiver, alors que, vous l'avez tous expérimenté aussi, quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Surtout quand on s'y met à plusieurs, qu'on se crée un état mental, une attitude mentale collective de créativité, d'enthousiasme, de mobilisation. Et c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Je vous renvoie à l'épisode de notre ami Jean-Marc Bonnet sur Apollo 13, où ils étaient dans une situation désespérée et ils ont trouvé des solutions pour remplacer un filtre à air qui menaçait de les asphyxier. Donc finalement, notre attitude mentale est toujours fondamentale. Et ça a été magnifiquement formulé par Albert Einstein, vous voyez, dans cette formule, il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, la vie est un miracle, la nature est un miracle, avoir un enfant est un miracle, certaines rencontres sont des miracles, les progrès de la science sont des miracles. Regardez les transplantations cardiaques, les vaccins, Thomas Pesquet dans la station spatiale, regardez la mission Persévérance sur Mars. Il y a tant de miracles autour de nous que nous ne les voyons plus. Et la bonne nouvelle, c'est que voir le positif, s'appuyer en priorité sur ce qui va bien, pratiquer un optimisme de volonté, évidemment, c'est la clé essentielle pour vivre mieux et plus heureux. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est finalement d'où vient l'optimisme? Quelles sont ses sources? Quelles sont ses origines? Il y a les tenants de l'inné qui affirment que tout est inscrit dans nos gènes et les tenants de l'acquis qui, au contraire, estiment que tout s'acquiert au fil de l'enfance et de l'adolescence, au contact de nos parents, nos maîtres. Où est la vérité? On ne sait pas très bien. Pendant des années et des siècles, les auteurs, les médecins, les chercheurs, les sociologues, les psychologues ont cherché à comprendre quels sont les mécanismes mentaux de l'optimisme. Et un chercheur, un psychiatre américain, Martin Seligman, a fait des découvertes très étonnantes qu'il raconte dans son livre le plus important, La force de l'optimisme, que je vous invite vraiment à découvrir. Mais avant de rentrer dans les détails, je voudrais d'abord vous présenter un petit peu qui est Martin Seligman, un personnage très, très étonnant, très étonnant. Dans les années 1980, Martin Seligman était un psychiatre très réputé, spécialiste mondialement reconnu de la dépression. Et il avait découvert un concept fondamental en psychologie qui est ce qu'on appelle le principe d'impuissance acquise. En anglais, on dit ça « learned helplessness », qui conduit certaines personnes à abandonner toute tentative de s'en sortir, tout espoir, après avoir tenté en vain de s'en sortir. Et pour cela, pour expérimenter, il avait fait des expériences avec des chiens qui étaient enfermés dans des cages et qui recevaient des petites décharges électriques et qui avaient, dans certains cas, la possibilité d'appuyer sur une manette pour pouvoir sortir de la cage. Et certains chiens appuyaient sur la manette et sortaient de la cage,
En revanche, d'autres parmi ces chiens ne tentaient même plus de sortir de la cage, même lorsque la porte était ouverte. Ils restaient passifs à gémir sans tenter quoi que ce soit. Et Seligman a transposé ces découvertes aux humains et il a mis en évidence le syndrome d'impuissance acquise. Les personnes qui sont atteintes de ce syndrome d'impuissance acquise ont en quelque sorte intégré psychologiquement l'idée qu'ils sont impuissants à s'en sortir, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils tentent, puisque toutes leurs expériences passées ont été des échecs. C'est comme si à la suite d'un auto-apprentissage répété de l'échec, ils avaient définitivement baissé les bras, ce qui les conduisait à sombrer dans la dépression. Donc vous voyez, à cette époque-là, Martin Seligman s'occupait principalement de dépressifs, de bipolaires, de suicidaires, et il faisait beaucoup de recherches là-dessus. Et ses travaux, ses publications, ses recherches, sa réputation l'avaient conduit à être élu président de l'Association américaine de psychologie, une instance extrêmement importante aux États-Unis, car c'est un pays, comme vous le savez, où il y a beaucoup de psychiatres, de psychologues, de psychothérapeutes et de coachs. Et il raconte dans son livre plusieurs anecdotes qui l'ont profondément transformé et qui l'ont conduit à découvrir, développer et se faire l'apôtre de la psychologie positive. Je vais vous en raconter deux. La première anecdote, c'est qu'un jour, dans son jardin, Martin Seligman ramassait les feuilles mortes et arrachait les mauvaises herbes avec sa petite fille, qui avait 6 ans et qui s'appelle Nikki. Donc il était encore beaucoup plus jeune que sur la photo que je vous ai montrée auparavant, mais au lieu de se concentrer comme son papa sur la tâche, la petite Nikki jetait les feuilles en l'air, chantait, dansait, pleine d'enthousiasme et de vitalité comme les enfants de son âge. Et Martin Seligman, qui était un chercheur habitué au travail ordonné et précis, le professeur Martin Seligman est agacé par ce comportement et ne pouvant plus se retenir, il se tourne vers sa fille, la gronde et crie pour lui dire de se taire et de se calmer. Terriblement blessée, la petite fille part en pleurant. Mais elle revient quelques minutes plus tard et, avec une maturité peu habituelle pour son âge, elle s'interroge, elle interpelle son papa. « Papa, je voudrais te parler. »« Oui, Nikki, qu'y a-t-il ?»« Papa, tu te souviens comment je pleurnichais tout le temps quand j'étais petite ? J'étais une pleurnicheuse, je pleurnichais tous les jours. Et le jour de mon 5e anniversaire, j'ai décidé de ne plus le faire. C'est une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Et si j'ai pu arrêter de pleurnicher, tu peux sûrement arrêter de râler tout le temps. » Et à cet instant que Martin Seligman décrit comme une révélation, il a compris que si sa fille de 6 ans avait appris à ne pas se laisser emporter par ses pleurnichements, il devait pouvoir apprendre lui-même à contrôler sa mauvaise humeur et que l'on pouvait passer complètement à côté de sa vie si l'on n'entraînait pas son esprit à percevoir qu'il y a des choses gratifiantes et joyeuses dans la vie et non pas se concentrer tout le temps sur les difficultés et sur les épreuves. Et donc, il a compris que le rôle central de la psychologie positive devrait être d'aider chacun à trouver cet équilibre vers le positif, comme sa petite Nikki l'avait fait d'elle-même à 6 ans. La deuxième anecdote, très intéressante aussi, qui a été une sorte de révélation pour lui, c'est qu'un jour, Martin Seligman était en voyage en avion pour aller de San Francisco à Philadelphie, probablement pour aller à un congrès, et il raconte qu'il avait choisi un siège près du hublot pour pouvoir être tranquille et justement n'avoir à parler à personne. Mais malgré cette précaution, son voisin de siège entame la conversation avec lui, le type se présente, il est chef d'entreprise, il parle de lui, de son entreprise, de ses succès, de son management, de ses équipes qui sont tellement enthousiastes et tellement performantes, etc., etc. Pendant presque la totalité du vol, il est très bavard, très enthousiaste, très expansif et il alimente pratiquement toute la conversation. Et tout à la fin du voyage, presque au moment d'atterrir, il demande à Martin Seligman « Et vous, vous faites quoi dans la vie ?» Alors Martin Seligman lui explique qu'il est chercheur en psychologie, qu'il s'intéresse particulièrement à l'anxiété, au sentiment d'impuissance comme étant un des facteurs majeurs de la dépression. Et là, le chef d'entreprise lui pose une question qui sera décisive pour le reste de la carrière de Martin Seligman. Il lui dit « Mais je comprends bien sûr, mais est-ce que vous vous intéressez aussi à l'autre face de la médaille, c'est-à-dire aux gens qui vont bien
les gens qui sont heureux, les gens qui sont positifs, les gens qui ne sombrent pas dans la dépression. Et là, Martin Seligman s'est brutalement rendu compte que finalement, depuis Freud, la psychiatrie était pratiquement hémiplégique et ne s'intéressait presque exclusivement qu'aux aspects sombres et négatifs de la psychologie humaine, à la dimension thérapeutique et curative pour les gens qui vont mal, et que la psychologie ne s'était pratiquement jamais intéressée à la dimension positive et préventive de la psyché humaine. Pourquoi on va bien, comment entretenir cet état positif, comment le développer et comment être plus heureux. Et ça a été une sorte de nouveau déclic pour Martin Seligman. Il s'est rendu compte à ce moment-là qu'au lieu de se focaliser sur les origines du mal-être et les facteurs favorisant l'anxiété et la dépression, il fallait absolument étudier l'origine du bien-être, les facteurs favorisant l'optimisme et la motivation. Et donc, en 1988, lors d'un discours fondateur à l'Association américaine de psychologie, dont il était donc le président, comme je l'ai dit, Martin Seligman a présenté son nouveau champ de recherche et d'expérimentation, la psychologie positive. Dans ce discours, il a déclaré que la psychologie avait concentré trop exclusivement ses efforts sur les troubles psychologiques, l'anxiété, la dépression, la maladie mentale, négligeant l'autre extrémité du spectre, c'est-à-dire un fonctionnement optimal, le sens, l'épanouissement personnel, le bonheur. Et du coup, depuis ce jour-là, par l'intermédiaire de son influence, le déblocage d'un certain nombre de fonds financiers de recherche expérimentale, des publications dans des revues savantes, Martin Seligman a ouvert la voie à de nombreuses recherches dédiées à mieux comprendre la nature et les déterminants de l'épanouissement humain. Le postulat de la psychologie positive, c'est qu'en étudiant pourquoi et comment certaines personnes surmontent mieux que d'autres les difficultés de la vie, il sera possible de trouver des moyens de développer ces qualités chez tout un chacun. Son objectif est de promouvoir l'épanouissement et l'accomplissement de soi, tant au niveau individuel qu'au niveau social. Et donc, comme on le voit sur cette image, la psychologie positive, c'est l'étude des forces, du fonctionnement optimal et des déterminants du bien-être. Et du coup, la psychologie positive a rapidement rencontré un franc succès auprès du grand public, car elle offre de nombreuses pistes de développement de soi sur des thèmes universels tels que la joie de vivre, le bonheur, l'épanouissement personnel, l'accomplissement de soi, le succès, etc. Et en France, de très nombreux auteurs et conférenciers font l'éloge de la psychologie positive, comme Philippe Gabillet, Florence Servan-Schreiber, Christophe André, Alain Braconnier, la Ligue des optimistes de France, etc., etc. Et donc, parmi les sujets d'intérêt de Martin Seligman, il s'est très tôt, il s'est posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un individu va vivre et interagir avec les autres plutôt en mode optimiste ou plutôt en mode pessimiste? Et après, évidemment, des recherches, de nombreuses expériences qui sont détaillées dans son livre, il a découvert des clés très étonnantes, enfin en tout cas très instructives, que je voudrais partager avec vous. Donc, la question c'est, pourquoi est-on optimiste? Au fond, d'où ça vient? Quelles en sont les sources? Au-delà de l'inné et de l'acquis, au-delà des parents et de nos propres digestions, de nos propres expériences. Donc, selon Martin Seligman, sur le plan psychologique, l'optimisme se présente sous trois formes, comme si, en quelque sorte, nous possédions trois moteurs différents, mais trois moteurs qui se complètent. Le premier moteur, c'est un biais cognitif positif, un biais d'optimisme. Je vais vous les présenter et ensuite on va les détailler. Le deuxième, c'est un trait de caractère. Voilà. Dans notre caractère, dans notre personnalité, nous sommes plus ou moins optimistes. Et puis le troisième, c'est une attitude mentale, une façon de voir le monde, d'interpréter le réel. Donc on va détailler chacun de ces trois moteurs. Le premier, c'est, comme je l'ai dit, un biais cognitif d'optimisme qui, lui, est inné. Un biais cognitif, c'est un jugement biaisé, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, qui fait que nous ne sommes pas rationnels dans nos réflexions, nos choix, nos décisions. Et vous savez bien que le marketing, par exemple, dans la grande distribution ou sur Internet, utilise nos biais cognitifs pour nous faire acheter plus. Donc, c'est comme si nous avions dans notre cerveau un schéma de pensée inné, des instructions inconscientes qui nous permettent d'être optimistes au quotidien et à anticiper positivement les situations, sans quoi, évidemment, on ne survivrait pas. Par exemple, quand vous prenez votre voiture le matin pour aller travailler,
votre biais cognitif optimiste fait que voilà, vous faites le pari que vous n'allez pas mourir aujourd'hui dans un accident ou que ce soir, quand vous allez rentrer, votre maison, votre appartement n'aura pas brûlé. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce biais cognitif, en quelque sorte, se mesure. Il y a une étude célèbre qui montre que, et toutes les études qu'on peut faire sur cette même question tombent sur les mêmes résultats, 80% des automobilistes se considèrent meilleurs conducteurs que la moyenne. Vous voyez, 80% considèrent qu'ils sont meilleurs conducteurs de la moyenne. On a une meilleure estime de soi, une meilleure estime de ses compétences et bon, le jugement est donc biaisé. Deuxième exemple qui est très amusant, il y a une étude qui avait été faite qui montrait que 24% des Français, presque un quart de la population en France, estiment pouvoir devenir centenaires. Or, toutes les études de l'INSEE qui sont faites et qui nous montrent, je dirais, la population à l'horizon 2060, nous montrent qu'il y aura entre 200 000 et 220 000 centenaires en France à ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a 20 000, et donc il y en aura 10 fois plus, entre 200 000 et 250 000 personnes. Mais 250 000 personnes, ça ne fait pas 24% de la population, ça fait 0,3%. Donc vous voyez, on a ce jugement biaisé, cette espèce de biais d'optimisme qui fait qu'on a a priori confiance dans la vie, confiance en soi. Et je voudrais comme dernière preuve cette affirmation qui dit que 100% des jeunes couples sont convaincus que les statistiques concernant le divorce ne s'appliqueront pas à eux. Vous voyez, et 100% des jeunes créateurs d'entreprises sont convaincus que les statistiques concernant les défaillances d'entreprises ne s'appliqueront pas à eux non plus. Donc, et heureusement qu'on a ce jugement biaisé, heureusement qu'on a ce biais cognitif d'optimisme, parce que c'est ça qui nous aide à vivre, à nous lancer dans des projets, à accepter une promotion, à construire sa maison, à se marier, à fonder son entreprise, etc. Vous voyez, c'est ça qui est quand même formidable. Donc, un biais cognitif qui est inné, sur lequel on n'a pas finalement de prise. Le deuxième moteur, c'est un trait de caractère qui, lui, s'acquiert. Il s'acquiert parce que nous nous sommes forgés une personnalité plus ou moins optimiste pendant notre enfance et notre adolescence. On a eu des expériences de vie qui fait que notre caractère s'est structuré de façon plus ou moins optimiste. Et puis, voilà, en chacun de nous coexiste le circuit de l'optimisme, le circuit du pessimisme, le circuit de l'espoir et le circuit de la peur, qui sont deux applis installés par défaut à la naissance, mais durant notre enfance et notre adolescence, au fil de nos expériences, eh bien, nous avons tendance à privilégier l'un ou l'autre de ces circuits, ce qui va progressivement structurer notre caractère et notre personnalité. Il y a des gens que vous connaissez autour de nous qui sont fondamentalement optimistes et d'autres qui sont fondamentalement pessimistes. Parmi les personnes optimistes que vous connaissez, en tout cas des personnalités célèbres, on pourrait citer bien évidemment Jean d'Ormesson qui a participé à la création de la Ligue des optimistes de France. Chaque fois qu'on entend Jean d'Ormesson parler, on entend cet optimisme. On pourrait parler de John Kennedy qui avait fixé ce projet de conquérir la Lune. On pourrait parler de Barack Obama, Yes We Can. On pourrait parler de Nelson Mandela, vous voyez. Bon, il y a plein d'autres gens que vous connaissez dans votre vie et qui sont comme ça, très optimistes, très positifs. Ils ont la fibre, le caractère, la personnalité positive. Quand vous passez 5 minutes avec eux, vous en ressortez plein d'énergie, plein de vitalité. Et puis le troisième moteur, c'est une attitude mentale que nous pouvons décider de choisir à tout moment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le yin et le yang, le plein et le vide, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, etc. C'est le fruit d'une décision que chacun d'entre nous peut prendre à tout moment. Vous connaissez la formule du philosophe Alain qui disait « le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Vous voyez ? Et en tant qu'être humain, vous savez, quand on est enseignant, quand on est manager, quand on est entraîneur, quand on est parent, on a une espèce de responsabilité des messages verbaux et non verbaux qu'on adresse aux gens dont on a la charge. Et donc finalement, comme aujourd'hui, on pourrait dire que dans l'environnement économique, social et médiatique dans lequel nous vivons, eh bien, il est vital d'être optimiste, de partager cet optimisme avec les autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que Martin Seligman a mis en évidence que cette troisième dimension, cet optimisme de choix, c'est un soft skill. Ce qu'on appelle un soft skill, c'est une compétence qui peut se travailler, se développer, s'entraîner, tout comme la mémoire, la créativité, l'empathie, la compassion. Vous voyez, ce sont des soft skills. Et nous, on appelle ça l'optimisme de volonté parce qu'il fait appel à la volonté. Je décide de voir le bon côté des choses.
je décide de croire qu'on va s'en sortir, je décide d'anticiper positivement sur l'avenir. Et les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux, mais globalement, les auteurs considèrent que ça constitue entre 40 et 75%, et une grosse marge. Moi, je fais une moyenne à 60%, et donc cet optimisme-là dépend de nous à 60%. Ça veut dire que c'est la part la plus importante, c'est la part sur laquelle nous avons la main, c'est la part sur laquelle nous pouvons travailler et enrichir notre optimisme. Et si on voulait essayer de comprendre où se situent ces trois moteurs de l'optimisme dans notre cerveau, eh bien, on pourrait faire une comparaison avec les trois cerveaux de MacLean et positionner, par exemple, notre optimisme inné, notre biais d'optimisme dans le cerveau archaïque, le cerveau reptilien, le plus ancien, sur lequel nous n'avons aucune prise, mais qui gère quand même beaucoup de choses dans notre cycle de vie. La respiration, le rythme cardiaque, la digestion, la température corporelle, vous voyez, tous les mécanismes finalement assez instinctifs de l'être humain. Et fondamentalement, cet optimisme congénital a toujours porté Homo sapiens à la découverte, à l'expérimentation, à se lancer dans des projets, à être curieux, à s'intéresser au monde autour de lui, à conquérir, vous voyez, toute la planète. Le deuxième moteur, on pourrait le situer, lui, dans le cerveau limbique, cet optimisme de caractère qui est lié à notre personnalité, issue de notre vécu, eh bien, il va se situer plutôt dans le cerveau de la mémoire émotionnelle. C'est un cerveau auquel on n'a pas accès de façon consciente, et on dit même que cette partie du cerveau n'a pas accès à la parole, mais il est clair que cette partie du cerveau influence grandement notre vie, nos appétences, notre façon d'être et notre confiance en nous et nos façons de nous projeter dans le futur. Et puis l'optimisme de volonté, ou que Alain Braconnier appelle l'optimisme intelligent, parce que précisément il se situe dans le néocortex, c'est là que se trouvent nos capacités d'apprentissage, la pensée rationnelle, les choix. C'est là que nous pouvons mettre en action cet optimisme, parce que c'est un soft skill, c'est une compétence qui s'apprend, se travaille et se développe de la même manière que, comme je l'ai dit, la mémoire, les calculs mentaux ou l'empathie. Et quand on sait que le néocortex occupe 85% du volume total de la boîte crânienne, on comprend que cet optimisme-là représente effectivement 60% du total. Plus de la moitié dépend de nous, peut être développé, donc nous avons chacun une grosse marge de progression. Alors comment est-ce qu'on peut progresser ? Eh bien, pendant longtemps, on a cru que le cerveau fabriquait des neurones et des synapses jusqu'à l'âge adulte, et puis que progressivement, ces neurones et ces synapses disparaissaient. Mais aujourd'hui, on sait que c'est absolument, c'est vrai, mais il y a aussi des nouvelles connexions neuronales qui se refont chaque jour jusqu'à notre plus grand âge, et des nouvelles autoroutes neuronales peuvent se renforcer. Ce sont justement les apprentissages, nos modes de fonctionnement sur lesquels on peut travailler et qui nous permettent d'être plus efficaces. On peut apprendre à tout âge. La caractéristique de l'être humain, c'est justement d'apprendre à tout âge. Et même, d'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites sur des personnes dont le cerveau a été endommagé, par exemple par un AVC. Eh bien, ils vont recréer des nouvelles connexions, des nouveaux circuits de connexion neuronale, réapprendre à marcher, réapprendre à parler, réapprendre à conduire, par exemple. Ça demande évidemment tout apprentissage, demande du travail, de la volonté, de la persévérance. Mais on peut apprendre à développer son optimisme, et je voudrais vous proposer quelques exercices justement pour entretenir votre optimisme, pour développer votre automotivation. Et je vais vous proposer deux séries d'exercices très puissants et en même temps très faciles à appliquer. C'est ça que ça ne demande pas tellement d'efforts, contrairement à la culture physique. Le premier exercice que je vous propose, c'est de vous focaliser chaque jour sur les événements ou même parfois les micro-événements qui vont nourrir votre attitude positive. Donc sur un document comme celui qui s'affiche à l'écran, chaque matin, ou sur un cahier, chaque matin, écrivez 3 choses qui vont faire que la journée va être positive, agréable, sympa, attirante. Et le soir, écrivez sur ce même document 3 choses qui vous sont arrivées et qui ont éclairé votre journée. Une rencontre, un succès, une découverte, un rayon de soleil, un coup de fil avec un ami. Vous voyez, les 3 bonheurs du jour. Ce sont parfois des petites choses, mais comme on a souvent tendance à les oublier et à ne retenir que le négatif,
on va faire un petit effort en se les remémorant par écrit, de façon à leur donner plus de valeur et plus d'importance. Et vous pouvez tout à fait proposer à votre famille de partager chaque jour les 3 rayons de soleil autour de la table du dîner familial, ou bien décider, par exemple, si vous dirigez une équipe, de commencer toutes vos réunions au bureau par un tour de table des bonnes nouvelles de la semaine. C'est vraiment un entraînement, une habitude qui va progressivement vous amener à anticiper, à prévoir, prévisualiser les bons moments de la journée. Et donc, ces ancrages positifs, relisez-les de temps en temps, reprenez-les, surtout quand vous avez un petit coup de blues, et pour vous rendre compte que finalement, votre vie est pleine de petites choses positives qui vous entraînent vers des grandes choses positives. Le deuxième exercice que je vous propose, qui est un peu là aussi fondé sur le principe de l'écriture, on s'est rendu compte que écrire activait des circuits neuronaux très intéressants de l'apprentissage. Et donc, c'est de vous entraîner à voir en priorité ce qui va bien, vous appuyer sur vos points forts et capitaliser sur vos réussites. Alors évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas toujours naturel ou spontané d'écrire les choses positives, parce que c'est souvent le négatif qui nous saute aux yeux, mais le positif, vos ressources, vos forces, vos réussites, sont le socle de toute motivation durable et le point d'appui de tout projet motivant. Et pour ça, je vous invite à vous procurer un cahier personnel et à commencer à y écrire 3 listes que vous compléterez au fur et à mesure. Sur une première page, faites la liste de vos qualités, vos points forts, vos talents, ce qui fait de vous une personne remarquable, unique, spéciale. Alors bien sûr, comme tout le monde, vous avez des défauts, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Dans cet exercice, on n'écrit que du positif. Vos qualités, vos points forts et vos talents. Et quand vous avez commencé à écrire cette liste et que vous arrivez un peu à épuisement, faites-vous éventuellement aider par un proche, une personne qui vous connaît bien et qui pourra vous rappeler tel ou tel point fort que vous avez peut-être oublié, tant il vous paraît naturel. Et gardez de la place dans votre cahier pour compléter la liste ultérieurement et y ajouter des qualités, des points forts et des talents que vous repérez en vous et dont vous prenez conscience à l'occasion d'une nouvelle activité. Vous laissez une dizaine de pages et vous allez un peu plus loin écrire une nouvelle liste. Vous allez lister ici les raisons qui font que votre vie est formidable, que ce soit sur le plan personnel, familial ou professionnel. Les raisons de vous réjouir de votre vie: vous êtes en bonne santé, vos enfants sont formidables, vous avez un bon travail, un salaire qui tombe chaque mois, un logement agréable, vous avez des amis, un jardin, un animal de compagnie, vous avez réalisé un voyage génial, vous êtes investi dans une association ou un projet qui vous comble. Vous voyez, tout ce qui fait que votre vie est formidable. Prenez conscience de ces ressources en les écrivant. Et là aussi, je vous conseille de garder quelques pages vierges à la suite pour pouvoir compléter votre liste, la détailler avec des exemples et pourquoi pas même l'illustrer avec des dessins ou des photos ou des schémas. Voilà, tout ça va vous rendre plus comblé, vous permettre de prendre conscience finalement de la richesse des différentes sphères de votre vie. Et les jours de blues, reprenez cette liste et rendez-vous compte à quel point votre vie est riche et pleine de bonnes et de belles choses. Et puis la troisième liste, là encore une fois, vous allez laisser une dizaine de pages. Essayez de noter, de vous rappeler toutes vos réussites. Un examen que vous avez réussi, même si c'est il y a longtemps, vous pouvez revenir loin dans votre passé, tel challenge que vous avez gagné, un projet difficile que vous avez mené à bien, un obstacle que vous avez surmonté avec succès, un défi que vous avez relevé. Écrivez tout ça. Et là, encore une fois, le fait de l'écrire, ça va le faire remonter à la surface, ça va leur redonner de la vie et vous pourrez compléter, illustrer, détailler, mettre des images pour compléter cette liste. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, noter des réussites collectives, des réussites familiales, d'équipe qui vous rendent fiers et heureux. Et reprenez régulièrement cette liste pour la compléter et vous nourrir de tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre passé, qui est finalement le prédicat de tout ce que vous êtes capable de réaliser dans le futur. Donc voilà, vous avez un cahier avec 3 listes que vous mettez régulièrement à jour, vos points forts, les raisons de vous réjouir de votre vie et vos réussites. Reprenez votre cahier de temps en temps pour le compléter, le relire, pour vous rappeler combien vous êtes une personne remarquable, positive, pleine d'atouts et de ressources, et cela nourrira votre optimisme, votre confiance en vous-même et votre motivation. Parce que finalement, comme le dit Kerry Jansen, l'optimisme est bon pour la santé.
De plus en plus de thérapeutes en sont convaincus, une attitude optimiste face à la vie est le médicament le plus puissant et le moins coûteux que l'être humain ait jamais eu à sa disposition. Vous voyez? Et c'est vrai, c'est la ressource principale qui va nous permettre de traverser la vie avec enthousiasme. Et le résultat, c'est que finalement, Martin Seligman explique ça dans son bouquin, je ne vais pas détailler parce qu'on est déjà bien avancé dans le webinaire, mais il y a des conséquences très très intéressantes. De nombreuses études ont montré que les optimistes, alors on a des outils, des tests pour identifier ces gens-là, eh bien les optimistes vivent en meilleure santé, ils ont moins de maladies, moins de dépression, moins de problèmes cardiovasculaires, moins de cancers, etc. Les optimistes réussissent mieux que les autres, c'est-à-dire que il y a toute une expérience qui est racontée dans le livre de Martin Seligman avec les vendeurs de la Metropolitan Life qui avaient de meilleurs succès, de meilleures réussites, qui vendaient 21% de chiffre d'affaires en plus que les équipes traditionnelles. Les optimistes résistent mieux au stress et à l'échec pour une raison très simple, c'est que pour eux, un échec, c'est ça n'a pas marché cette fois-ci, je recommence autrement, ou je retente. Alors que pour les pessimistes, un échec, c'est souvent une remise en cause personnelle, ils le vivent comme une punition, voire éventuellement la fin de leur monde. Et tout ça nous conduit à ce que les optimistes vivent plus longtemps et en meilleure santé que les autres. Donc voilà, ça c'est quand même des avantages, des bénéfices assez géniaux. Donc, ça ne veut pas dire que les optimistes ne traversent pas des moments difficiles. Bien sûr, les optimistes, ils traversent aussi des épreuves, des périodes de découragement et des échecs. Mais, vous voyez, comme le dit cet auteur américain, un optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif de la vie, il refuse simplement de s'attarder dessus. Vous voyez, chacun de nous rencontre des difficultés, des échecs, mais les optimistes décident de ne pas les ruminer, de ne pas revenir en permanence sur ces vieilles difficultés qui pourraient les handicaper, de ne pas leur accorder une importance outre mesure. Et c'est magnifiquement, là encore une fois, formulé par ce jeune homme, Johnny Joy Jones. Johnny Joy Jones, c'est un Marine américain qui a fait la guerre en Irak et qui a eu la malchance de sauter sur une mine antipersonnelle. Et on a dû l'amputer de ses deux jambes, comme vous pouvez voir sur la photo. Et au lieu de se plaindre et de récriminer, d'en vouloir à l'État, il a décidé de vivre et de témoigner du fait qu'il a eu la chance incroyable de s'en sortir vivant. Quand les gens me demandent comment je fais pour rester si positif avec mon handicap, je leur demande comment ils font pour être si négatifs alors qu'ils n'en ont pas. Voilà, ça c'est une formule que vous pouvez garder, qui va vous faire la journée et qui va vous permettre de voir le bon côté des choses, de vous rendre compte que finalement, votre vie est formidable, vous avez plein de ressources et vous êtes une personne qui mérite de cultiver cet optimisme-là. Voilà, je vous remercie pour votre participation. J'espère que vous avez bien compris ces outils, justement, des sources de l'optimisme aux outils du management positif de soi-même. Et je vais quitter le diaporama pour revenir avec vous et répondre à vos questions.